neuvième, du dessin, du geste et de l'écriture. L'écriture naturelle, c'est le geste fixé. La main armée d'une baguette marque un point sur le sable ou trace une limite par le geste, même qui les monte. Et l'action, qui est le premier geste, laisse aussi des traces sur la terre, sur l'herbe vierge, dans le fourré. Les traces de l'ami et de l'ennemi, celles des fauves et du gibier, furent la première écriture. Lire se fut complété en allant de la griffe au lion, la réflexion devant ces signes fixés et à la recherche de leur sens d'après leur suite, et leur ensemble fut sans doute le premier effort d'esprit. Car dès que les signes ne font que paraître et disparaître, l'imagination est sans discipline. Au lieu que la perception du signe reste en forme, un centre d'attention auquel les folles pensées sont constamment ramenées. De là vient que le plaisir de lire est sans mesure même de lire ce que l'on sait, et c'est le premier remède à l'ennui, à toutes les passions et généralement assez faibles et incohérents essais qui sont le travail d'un esprit sans objet. Notre A ressemble encore à l'alpha des Grecs, qui n'était que l'image simplifiée d'une tête de bœuf. Ainsi les hommes ont passé insensiblement des premiers signes si émouvants aux suites de l'être imprimé, traces humaines encore, et qui ont quelque chose encore de notre forme, de notre action et des objets. L'écriture, si changeante de l'un à l'autre, malgré les invariables modèles, garde dans son tracé les gestes, l'attitude et le genre d'agitation retenu qui est notre propre à chacun. C'est de là que les graphologues, comme des magiciens, remontent à la source, non sans bonheur parfois, mais chacun reconnaît, aime ou est des écritures. Chacun de nous est un hardi graphologue. Que l'écriture ait consisté d'abord en une suite d'images simplifiées des choses, c'est ce que la langue chinoise, par exemple, fait voir encore, car on y écrit non la parole, mais les choses. Les changements de ces signes ont pour fin d'abréger l'écriture de deux manières, en rabattant tout ce qui n'est pas nécessaire et en recherchant le tracé continu. Ces transformations n'ont point de limite, car le lecteur apprend à lire, et bien mieux, il se trouve mille raisons publiques et privées de n'écrire que pour un groupe d'hommes. Cette condition de guerre domine toute l'histoire du langage et explique assez que la ressemblance entre les signes et les objets soit maintenant presque impossible à retrouver. Il suffit déjà de peu de traits pour la ressemblance, comme on voit par les premiers dessins de l'enfant. Aussi faut-il penser que les premiers signes écrits furent complètement abstraits et hermétiques, et l'on voit que chez les peuplades les plus arriérées, les signes simples comme rond, croix, triangle ont un sens très étendu et sont magiques toujours, et intelligibles seulement pour les initiés. Au reste, la hâte explique tout et s'explique assez elle-même, non seulement par les circonstances, mais par un besoin de poser un objet à la réflexion, ce qui, sans cette précaution, se perd aussitôt dans les divagations les plus folles. Aussi est-ce toujours un acte sacré que d'écrire, bien plus décisif que la parole pour assurer ce miracle de la pensée bravant les choses. Archimède, dit-on, considérait une figure qu'il avait tracée sur le sable quand il fut tué par le soldat. Par ces causes, l'écriture fut toujours une action vive en forme de décret bien différente d'un dessin étudié, et il ne faut point croire que le dessin fut concret d'abord. Il est plus vraisemblable que l'ancienne écriture fut la commune origine de deux manières de décrire par les signes fixés, l'une qui ajoute un signe à la suite de l'autre et d'où, par un long devenir, est sortie l'écriture des sons, l'autre qui modifia le signe même, ajoutant et effaçant, cherchant enfin une image de l'objet. À cette deuxième espèce de signe, on fut conduit sans doute par les empreintes des pieds et des mains dans la glaise et aussi par les ombres qui donnent un contour net. Au reste, les fentes de la terre séchée, le bois offrait des esquisses qu'encore maintenant chacun se plaît à terminer, non point tant par le plaisir d'inventer que pour reconnaître mieux et mieux fixer la pensée. Il faut revenir sans cesse à cette idée que les interprétations de ces formes naturelles, tant qu'elles sont instables, sont des apparitions qui inquiètent, surtout quand la peur leur donne importance. Ce sont des rêves d'un moment dont nous tire un dessin plus achevé, qui ne représente plus qu'une seule chose. De toute façon, écrire, c'est se réveiller. Je ne vois guère que le ciel des étoiles dans cet univers qui puisse écarter les visions, et c'est pourquoi toute prière allait là. Les autres choses changent trop par elles-mêmes, et aussi par nos mouvements. C'est pourquoi le vrai penseur des temps anciens serait plutôt un homme qui regarde. Il faut déjà avoir lu beaucoup et écrit beaucoup pour pouvoir regarder. Quant à la méditation aux yeux fermés, sans objet d'aucune sorte, elle ne me trompe point. Les passions l'occupent, et enfin, il est naturel que les écrits d'un homme vaillent mieux que ses pensées, quoique par
première vue, on soit disposé à croire le contraire. Mais nous n'en sommes pas encore à l'art d'écrire. Quoique la sculpture, la peinture et le dessin nous en approchent, comme on peut voir. De la ligne. La ligne est la mention propre au dessin, car il y a point de ligne qui circonscrivent les formes. Aussi, aucun artiste ne niera que le dessin soit une interprétation des formes et une traduction des volumes et des surfaces par des lignes. Ce n'est pas que la nature ne nous présente quelquefois des lignes dans son apparence, comme on voit dans les fines branches des arbres ou dans les cheveux et la barbe. Mais chose remarquable, un bon dessin ne suit pas ici la nature. L'artiste ne représentera point les fines branches par des lignes, mais il dessinera un tronc par deux lignes en se gardant bien de copier les lignes de l'écorce. De même, les cheveux et la moustache seront mieux dessinés par une ligne qui en limite la forme que par les innombrables lignes que la nature nous offre. Ainsi, le dessinateur traduit par des lignes ce qui n'offre point de lignes et néglige souvent les lignes que la nature lui présente. Il suffit de cette remarque pour que l'on soit détourné de confondre la perfection de l'art photographique avec la perfection du dessin. La ligne du dessin n'est point l'imitation des lignes de l'objet, mais plutôt la trace d'un geste qui saisit et exprime la forme. C'est pourquoi dans le dessin, on reconnaît aussi bien l'artiste que le modèle. Par un tracé hardi, simplifié, continu, la forme est affirmée, ce jugement plaît. Mais il y a bien autre chose à dire de la ligne. C'est le signe humain et la plus forte expression du jugement peut-être. La droite des géomètres est prompte comme l'éclair et presque sans matière. De 3 étoiles, nous faisons aussitôt un triangle, sans aucun secours des choses. Penser le triangle ainsi avec des points seulement, c'est un moyen de mieux comprendre ce rapport immédiat entre deux points et indivisible qu'on appelle une ligne droite. Or, la ligne du dessin est plus matérielle et plus lente, mais dans les dessins les plus parfaits, elle prend quelque chose de la légèreté des lignes pensées. Et il ne faut point dire que si légère qu'elle soit, elle suffit. Ce n'est pas assez dire, car moins elle a de corps et mieux elle exprime. Rien n'est plus beau qu'un vrai dessin tout nu, sans ombre ni hachure, un peu effacé. On a remarqué souvent que la reproduction mécanique d'un vrai dessin par gravure ou photographie le rend plus expressif, en l'allégeant de matière, et jamais un trait appuyé ne dessine bien. Le noir opaque et lourd, la trace en creux sur le papier, toutes les marques de chair, bien loin de souligner la forme, au contraire, l'effacent. Pour saisir ce caractère des meilleurs dessins, il faut bien faire attention que les dessins ombrés et les gravures sont des copies ou des imitations de la peinture. Le propre du dessin, par quoi il s'oppose aussi bien à la peinture qu'à la sculpture, c'est de se passer de matière. C'est pourquoi il y a une beauté du dessin indépendante du modèle et même de toute forme d'objet. Un dessin est beau comme une écriture est belle. On y lit au clair la possession de soi et cette profonde politesse qui mesure les gestes, mais vivifiée par l'esprit qui décide. Cette force sans passion et qui parle à l'esprit seulement est la parure de l'artiste. Ses œuvres, sculptées ou peintes, peuvent l'emporter de bien loin sur ses dessins, mais c'est dans ses dessins qu'il se reprend. Il faut penser ici à Léonard et aux esquisses parfaites qu'il faisait tout courant. Il n'est point vrai que tout visage puisse plaire en peinture, ni toute pose en sculpture. Le sens de ces puissantes œuvres sort de l'objet. C'est pourquoi il faut quelque chose de reposé et de stable. Mais le dessin ne choisit pas. Tout lui est bon. Son choix est dans la ligne et non dans la chose. Un homme qui tourne la tête, le mouvement d'un bras ou d'une main, un pied posé sur le sol, un moment saisi et fixé, voilà les objets du dessin. On a dit assez de l'art japonais qu'il saisit un moment de la vie. Mais aussi les Japonais dessinent toujours, et même quand ils emploient la couleur, ils ne peignent point. Le dessin de nos maîtres est plus sévère, mieux défini. Il se sépare mieux des autres arts. On pourrait se risquer à dire qu'il en est de même de notre poésie, souvent moins plaisante au premier aspect que ces courts poèmes d'Extrême-Orient qui ressemblent à des dessins emblématiques. La prose aussi est un fruit rare, fruit de culture et qui méprise les moyens exotiques. Le dessin est certainement propre à faire comprendre la beauté de la simple prose. Et ce n'est point une imperfection du dessin que de manquer de couleur. Au contraire, sa perfection est dans une ligne refermée qui suffit. Rien ici ne parle au sens à la façon des couleurs et des sons. La différence abstraite parle seule. Enfin, c'est le jugement qui parle au jugement. Du mouvement. Il arrive que la peinture et la sculpture représentent le mouvement par l'attitude, et même le mouvement vif, comme la course ou le coup de poing. Toutefois, ces arts, par leur puissance même, recherchent toujours l'immobile, et
et enfin tous les trésors de la pensée et du sentiment que l'action dévore. Le domaine propre du dessin, au contraire, c'est l'instantané, c'est-à-dire le mouvement et l'action. Et un enfant, par un dessin grossier, peut bien faire comprendre qu'un cheval galope ou qu'un homme court. L'artiste, en dessinant mieux, signifierait encore mieux les mêmes actions. Mais il se trouve que la forme gêne le mouvement, et en somme qu'il est plus facile de signifier que d'imiter. Les procédés de la photographie qui saisissent une position dans l'instant ont bien fait comprendre en quoi l'artiste invente le mouvement, car ces poses prises de l'objet même n'offrent jamais l'image de la vie. Et il est assez clair qu'un moment du mouvement n'est pas le mouvement. Le mouvement n'est perçu que par un jugement qui lie plusieurs images, dessinant de l'une à l'autre une trajectoire continue. Mais si vous pensez une position seulement, vous pensez l'immobile, comme le fameux Zénon d'Élée se plaisait à dire autrefois. La flèche, à chaque instant, disait-il, et où elle est. Donc, elle ne se meut point. Ainsi, le chemin exprimera plutôt le mouvement par l'effort de l'archer ou par la flèche piquée sur le but. Seulement, le dessin tend ici à l'écriture. Il signifie la chose plutôt qu'il ne la représente, il la présente. Remarquons seulement que je ne perçois jamais un mouvement par des signes sans tracer d'un mouvement de moi une ligne sans corps. C'est par le même mouvement de moi que je perçois une ligne qui m'est proposée. On peut comprendre d'après cela pourquoi le dessin est plus propre que les autres arts à représenter le mouvement. C'est toujours par un mouvement que je perçois le mouvement réel ou figuré. Quand les choses ou les hommes se meuvent devant moi, leur mouvement m'entraîne. De deux manières. D'abord, le geste de la main veut tracer le chemin qu'ils suivent pour les yeux. Ce geste est souvent retenu, mais dès que les passions s'éveillent, le geste va. En second lieu, tout notre corps se prépare à marcher aussi. Le joueur de boules suit sa boule du geste et souvent de tout le corps emporté et retenu. Or, la ligne du dessin nous invite aussi au geste et au mouvement, surtout quand elle est presque sans corps, car tout détail nous arrête. Ainsi, nous sommes disposés par la ligne à percevoir le mouvement. L'artiste, enfin, par sa décision, nous entraîne et même conduit sans doute en cela par le mouvement qu'il veut représenter. Il nous dispose par la forme des lignes à une action vive ou lente. Il nous semble donc toujours qu'un beau dessin va se mouvoir. Au contraire, toute peinture, par les détails qu'elle porte, même si elle veut imiter le mouvement, s'arrête plutôt devant le regard, parce que le regard interroge la couleur. On comprend ici la puissance d'un dessin vide. La forme y est présente par le mouvement, et le mouvement par la ligne. Toutes les règles du dessin, j'entends les règles du style, dérivent de là. Le mouvement dans l'image immobile s'exprime naturellement par l'effort, qui est figuré lui-même par la forme des membres et des muscles. Il faut donc choisir parmi les attitudes successives celles qui correspondent à la tension et au départ. Par exemple, pour les coureurs, il ne faudrait point les dessiner dans le moment où ils se laissent aller à la pesanteur, mais au contraire quand ils prennent appui sur le sol et s'élancent. On comprendra d'après ces vues le hardi dessin du cheval au galop, si différent des vues instantanées obtenues par les procédés mécaniques. Et il est assez clair que par un bon choix de l'attitude et du moment, le peintre peut représenter le mouvement et le sculpteur de même. Peut-être faut-il que la sculpture supporte mieux que la peinture cette usurpation du dessin, parce que les signes de la pensée peuvent s'accorder avec l'action. Pour les signes du sentiment, il n'en est pas de même, et c'est un défaut assez commun et bien choquant que de donner un visage expressif à l'homme qui agit. C'est là un mauvais mélange des genres, et l'on peut dire que dans les œuvres peintes, surtout peintes de près et par retouche, le mouvement vif est toujours choquant. Dans tous les cas, et aussi bien lorsque le mouvement lent s'accorde avec la couleur, remarquez que c'est la ligne qui donne le mouvement. Il est presque impossible que les figures à demi noyées dans l'ombre picturale soient autrement qu'immobiles. Au reste, je propose ici des idées, que chacun cherche des exemples, car rien ne remplace l'œuvre. De la forme, il y a des naïfs, des scènes d'enfants, où l'on peut voir les deux yeux de face et le nez de profil. C'est là une sorte d'écriture, et plus d'un dessin mieux étudié et gâté, souvent par un besoin de tout dire, qui vient de ce que l'on veut représenter l'objet même tel qu'on le pense, et non point l'apparence telle qu'on la voit. Le dessin, art vif et qui saisit l'instant, se limite par sa nature même, non seulement à ce qu'il voit, mais même à ce qui, dans ce qu'il voit, exprime le mieux l'instant. À quoi il s'oppose à la peinture qui, tout au contraire, cherche une nature et non l'accident. C'est pourquoi le peintre dispose d'abord de son modèle
et met en lumière les signes de nature. Dispose d'abord son modèle. Au lieu que le dessin saisit les signes du mouvement et la forme par là. C'est pourquoi le dessin ne s'effraie pas de profil perdu, mais tout au contraire du peintre cherche les muscles, la tache du cou et enfin déshabille le modèle. La ligne va donc connue par cette affinité naturelle qui l'a conduit à chercher dans la forme les signes du mouvement. Et c'est peut-être par les préparations du dessin que le nu envahit la sculpture et la peinture, mais bien plus. Comme la ligne fait plus pour le mouvement que le modelé des muscles, le dessin exprime mieux la forme par une ligne nue que par une vaine recherche des détails. La ligne court et se referme, marquant assez par ses inflexions les traits secondaires qui la rompraient. Bref, il n'est point de beau dessin sans la ligne continue. Aussi les retouches n'y sont jamais par petits traits, mais plutôt par lignes reprenant la ligne et continue elle aussi. Tous ceux qui ont tenté de dessiner d'après les maîtres ont remarqué la puissance de ces lignes presque superposées, tantôt réunies, tantôt séparées, toujours distinctes. De telles lignes ne sont point dans la nature. Toutefois, le mouvement du modèle, en bonne lumière, les fait souvent apparaître comme un écheveau que l'on manie, et cette observation révèle le secret du dessin, en même temps que la relation du dessin au mouvement. Aussi la ligne suffit. Ce n'est peut-être que dans l'art japonais que l'on peut voir comment une ligne juste, sans aucune autre touche de crayon, fait sortir la forme modelée. Par le contour, le blanc du papier vit. Tel est donc le dessin à l'état de pureté, tel on le trouve dans les études préliminaires du peintre et du sculpteur. Mais l'artiste qui se borne au dessin emprunte presque toujours quelque chose d'un des arts voisins. On peut distinguer ici le dessin sculptural et le dessin pictural. Le premier cherche le relief par l'ombre et le modelé, ce qui a pour effet d'alourdir et de fixer la chose en atténuant la ligne. Le vrai artiste sait bien sacrifier beaucoup ici et se borner de préférence à ces ombres lavées et uniformes qui marquent tant toujours le passage à un autre art. On croit voir un bas-relief, mais une étude servile des ombres gâte le meilleur dessin. On peut s'assurer qu'un dessin ombré, imité du procédé photographique, ne donne jamais rien de beau. C'est qu'ici l'ombre domine, tandis que la ligne manque tout à fait. Il faut signaler aussi les hachures qui, par l'abus des lignes et surtout entrecroisées, nuisent encore plus à la ligne. Ces procédés peuvent être de mode un moment, mais on ne citerait guère un dessin ombré par des hachures qui mérite après 10 ans d'être regardé. Le dessin pictural fait un tout autre usage des ombres. L'ombre n'est plus alors de modeler, elle vient des autres objets. Elle enveloppe certaines parties et certains personnages. Elle est un moyen de composer, non de dessiner. Mais le danger est ici de trop penser à la peinture et de chercher le sentiment plutôt que le mouvement. Par exemple, le portrait dessiné est une erreur s'il cherche autre chose qu'un mouvement du modèle. Il y a une ressemblance bien frappante qui est obtenue par la forme, par l'attitude, par la tache et le port de la tête, et dont le dessin doit se contenter. Toute tentative au-delà donne une expression forcée, sans profondeur, comme un sourire ou une grimace. Ou bien alors, toute expression succombe sous les traits, car les signes du mouvement, s'ils ne s'ajoutent, se neutralisent. Cette remarque que l'artiste trouvera souvent occasion d'appliquer justifie des définitions un peu arides, car il faut cultiver chaque art selon ce qu'il est. Par exemple, il vaudrait mieux dessiner un portrait d'après le peintre. Un bon dessin conservera alors quelque chose de la peinture, comme on voit par les bonnes gravures. Mais aussi on comprend ce qui est d'expérience, que l'art du graveur ne conduit nullement à dessiner bien. Le graveur traduit le travail du peintre, mais ce même travail ne peut être fait d'après le modèle si l'on ne dispose que du noir et du blanc. Par le pinceau et la couleur naît l'expression du sentiment, comme l'expression du mouvement par le crayon. Et en vérité, le mouvement des deux artistes, si on l'observe, le dit assez. Par ce chemin, je retrouve le sens plus profond de cette pensée de Balzac, que j'ai déjà citée. Le peintre ne doit méditer que le pinceau à la main.